Bonjour! Alors, en direct d'un tout nouveau vlog livresque et de mon vendredi matin de pré-journée de travail, ben voilà, on va entamer ce nouveau vlog-ci. Cette semaine, j'ai tout juste de terminer une lecture audio savoureuse, donc je vais encore être un peu en indécision. Sauf que, ben, vous le savez, dans le fond, je vous bassine, comme on dit en argot, avec ça depuis un bon moment, mais je fais partie des Patreons de Alex Bouquet dans Prada et elle a fait un défi exclusif à ceux qui les soutiennent pour l'été, un défi littéraire qui dure un mois, du 8 juillet au 8 août. Alors, je vais juste vous dire un peu quand je fais des lectures de ça, mais je ne vais pas vous décrire tout le défi parce que, bien entendu, ce défi-là est fait exprès justement pour ceux qui la soutiennent. Donc, si vous êtes curieux, allez voir sur le Patreon d'Alex Bouquet dans Prada, ça vaut vraiment le coup. C'est le Patreon, un des Patreons hyper riches, donc pour lequel un investissement est quand même... vous allez avoir une excellente expérience pour votre investissement, puis en même temps, ça soutient cette créatrice-là que je trouve tellement inspirante. Bref, le défi littéraire qu'elle a proposé, ça s'appelle Lecture olympique. Et j'ai été un peu audacieuse et j'ai décidé de potentiellement mettre une suggestion de lecture dans toutes les catégories proposées, ce qui veut dire 16 livres d'ici le 8 août. C'est un peu ambitieux, j'ai pas l'impression que je vais y arriver, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer. J'avais déjà entamé le défi dans le dernier vlog, mais je l'ai pas mentionné, ma lecture en fait de 3 tomes de la série des Spiderwick. Mais là, maintenant, ben, j'ai plein d'autres possibilités à faire, puis ça me prendrait un livre audio. C'est sûr que j'ai essayé de choisir des petits formats, mais j'en ai quand même qui sont assez dessus, dont le Cercle des âmes égarées. Le Cercle, je me souviens plus. Suggestion. Conseil littéraire pour âmes égarées, je crois. Et en anglais, c'est The Reading List. Et je l'avais reçu dans mon tout récent... ma toute récente pochette livresque de Once Upon a Book, qui était justement pour le mois de juillet. Je l'ai trouvé, pas en français, en livre audio, mais je l'ai trouvé en anglais. Comme c'est une autrice anglaise, ça me dérange pas vraiment de l'écouter en anglais à la limite. Donc, je vais peut-être commencer celui-ci en livre audio, puis me lire peut-être d'autres si des petits opuscules que j'ai dans ma pile. Mais je vais pas juste lire. Je vais me laisser porter. Là, si ça me tente de le faire, puis d'aller jusqu'au bout, tant mieux. Puis sinon, c'est pas grave. Mais c'est juste que j'ai quand même une belle liste d'inspiration. Alors, ben, sans plus tarder, avant de continuer à divaguer pour rien, on va démarrer ça en bonne humeur. Donc, allez, on se lance ça! Hey! Alors, un petit moment dans ma marche du matin, parce qu'il fait trop chaud après. Beau look ici, casquette, cheveux cachés sous la casquette. Alors, parce que, en fait, j'ai tellement été pris par ma lecture que j'ai choisi que j'ai pas pensé à vous en parler. Alors, comme prévu, j'ai finalement lu Conseil littéraire pour âmes égarées, conseil de lecture pour âmes égarées, donc The Reading List de Sarah Nisha Adams. Et finalement, je l'ai commencé en français. J'avais trouvé en audio en français. Et la traduction, on dirait que ça me dérangeait un peu. Fait que je me suis dit, ça s'enlignait un peu trop feel good, mais comme dans ta face un peu. Puis on dirait que ça me dérangeait. Il y avait beaucoup de personnages aussi, puis une seule lectrice qui faisait ce qu'elle pouvait, mais bon. Fait que ce que j'ai fait, parce qu'au départ, mon but, c'était quand même de le lire en français, parce que je lis en français dans ma bibliothèque, j'ai décidé de le trouver en audio, en anglais, et ma foi, quelle différence! Donc, je l'ai écouté en anglais. J'ai tellement bien avancé qu'il me reste, je pense, 25%, donc je vais vous en reparler bientôt. Mais dans cette version audio-là, il y a 3 narrateurs. Et ça fait une grosse différence. Il y a 2 voix masculines, ou une voix masculine, une voix féminine. Puis ça fait une différence parce qu'en fait, c'est un livre, c'est un roman choral. On y retrouve en fait... le personnage principal, c'est une liste de lecture qui a été trouvée à plusieurs endroits, mais on commence par dans la bibliothèque où travaille Alicia. Et elle va la trouver dans un livre et tout ça, puis elle va se demander, bon, ben
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la garde? Est-ce que j'essaie de retrouver c'est qui le propriétaire? Et Alisha, c'est une jeune adolescente de 17 ans qui vit seule avec son frère et sa mère. Sa mère a des problèmes de santé mentale très, très importants, ce qui fait que son frère et elle sont comme obligés de s'occuper d'elle puis de s'assurer de rapporter de l'argent à la maison quand elle ne se sent pas assez bien pour travailler. Donc, elle n'a pas une existence super facile. Et Alisha, c'est pas une lectrice. Donc, au départ, quand elle trouve ça, bon, ça va. Et elle va rencontrer Mukesh, qui est un grand-papa qui vient de perdre sa douce et qui est très solitaire. Il y a 3 filles, mais c'est 3 filles qui ont leur vie, puis très occupées et tout. C'est pas quelqu'un qui exprime vraiment beaucoup ses émotions. Et éventuellement, Mukesh va trouver dans la chambre de sa femme décédée un livre qui appartenait à la bibliothèque où Alisha travaille. Et avant de l'apporter, il va le lire. Et c'est The Time Traveler's Wife. Et ça va automatiquement le ramener à son deuil, sa perte à lui et tout. Bon, éventuellement, on saute et on va se rendre compte qu'il va se rendre à la bibliothèque et qu'il va demander à Alisha des conseils de lecture. Alisha est vraiment pas dans une bonne journée. C'est pas quelqu'un qui aime vraiment faire ça. Elle n'a pas confiance en elle. Puis elle va y répondre vraiment bête. Donc, tout va partir de ce nœud-là. Mukesh va retourner à la maison un peu mal à l'aise, il ne saura pas trop quoi faire. Et finalement, il va appeler à la bibliothèque pour dire, écoutez, j'ai appelé pour avoir une recommandation, mais genre, ça s'est vraiment pas bien passé et tout. C'est pas comme une plainte affreuse, c'est juste que, c'est bon, c'est déjà qu'il a fait un peu un effort. Et Alisha va être un peu mise devant le fait de son attitude. Et avec l'aide de son frère, qui a déjà travaillé à la bibliothèque aussi, il va décider de essayer de donner des recommandations à Mukesh. Son frère lui dit la meilleure façon, c'est quand tu lis un livre, puis après ça, tu le recommandes. Donc là, elle va retrouver la vieille liste de lectures qu'elle avait vue dans la bibliothèque et elle va commencer par le premier qui est To Kill a Mockingbird de Harper Lee. Et elle va le lire un peu à son corps défendant au départ, puis après ça, elle va se sentir vraiment happée par la lecture et elle va tout de suite sentir qu'il y a une parenté où elle peut s'identifier à certains des personnages principaux. Et elle va ensuite le recommander à Mukesh, qui lui est un peu surpris par la situation parce que, dans le fond, l'attitude de la jeune fille a vraiment changé, elle est super aidante et tout. Et il va se lancer là-dedans. Ça serait son premier livre après The Time Traveler's Wife. Et pour lui, lire, c'est un peu se rapprocher de sa femme décédée parce que sa femme était une grande lectrice. Donc là, je vous dirai pas tout, mais ça, c'est un peu comme la base. Puis après ça, ce qu'on va voir, c'est, quand je vous dis que la liste de lecture est un personnage principal, c'est qu'on va la voir dans des retours dans le temps, dans des avancements dans le temps, entre différentes mains. Donc, on sent que c'est la même liste, puis on sent que vers la fin, on va savoir c'est quoi le chemin initial, on ne sait pas dès le départ qui a fait cette liste-là. Parce qu'en haut de la liste, c'est écrit « In case you need it », donc si jamais tu en as besoin, et une liste de livres. Et on se demande tout le long c'est qui a fait cette liste-là. Donc, au fur et à mesure du roman, on va suivre l'histoire des personnages, les différents personnages. Il va en avoir d'autres à part Alisha puis Mukesh. Et des familles qui les entourent à travers les livres que Alisha et Mukesh vont lire. Donc, on va suivre la liste de lecture livre après livre. Donc, c'est super intéressant à date. J'adore ça. C'est un roman quand même qui se veut, à mon avis, un peu initiatique, mais habituellement, ça m'énerve, mais là, je trouve que c'est super bien fait. On a un plongeon dans différentes cultures aussi, parce que ce que j'ai compris, c'est que le personnage de Mukesh est de la religion hindou, mais il vient du Kenya, je crois. Mais il habite dans le quartier de Londres depuis un bon bout de temps. Alisha, elle a une famille singulière et tout ça, donc c'est intéressant parce qu'on va avoir différentes cultures. Dans la famille de Mukesh, c'est vraiment une culture qui est plus traditionnelle. Et puis, Alisha, elle a vraiment une famille atypique, donc c'est super intéressant. Il y a comme un clash des cultures qui va se faire. À date, j'adore ça. On va voir comment ça va se terminer en le dernier 25%. Mais comme aujourd'hui, il y a des gens qui font des travaux à la maison, mais j'ai décidé que dans mon lundi de congé, j'allais aller me balader. Il me reste à peu près 3h50 d'écoute environ. Puis je vais terminer le livre pendant mes balades, je crois. Alors, je vais vous en parler potentiellement d'ici la fin de la journée, mais sinon un petit peu plus tard cette semaine. Mais voilà, je vais juste faire un petit update parce que clairement, j'avais oublié de vous en parler. Alors, c'est parti. Je repars pour la marche.
Hey, bonjour, alors je fais un petit coucou rapide parce que comme vous avez pu voir, j'ai décidé de partir trotter parce que j'ai arrêté de trop un peu dans ma maison. Je suis pas très bonne avec le chaos des rénovations, même si sont nécessaires. Donc, je suis partie en fit sans agenda et sans projet. Comme vous avez pu voir, là, je fais un petit rien dans un café. Puis je m'étais dit, je vais aller faire des librairies d'échange et tout ça. Puis j'ai comme pas tant le goût d'acheter des livres. J'en ai plein à la maison. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini par me rabattre sur une petite bibliothèque que je visite pas souvent, mais que là, dans le fond, j'ai visité la bibliothèque de l'Acadie. C'est proche de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ben écoutez, je m'étais dit que j'allais rester un peu à l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'il y avait, tout emprunter des livres. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un exemplaire de la nouveauté de la pastèque qui s'appelle Croquis de Jacques Goldstein. Et ça faisait un bout que ben, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Jacques Goldstein, je l'aime toujours énormément. Mais là, bon, je voyais un peu la quatrième de couverture, puis je me disais, c'est intéressant. Et c'était vraiment, vraiment excellent. Je pense que c'est un coup de cœur quand même. Donc, on va retrouver Croquis. Croquis, c'est R-O-K-I. Donc, Croquis, qui est un enfant qui est né un peu comme en brouillon. Donc, ses contours étaient un peu flous, comme un petit peu embrouillés. Donc, il est né comme ça. Les médecins, au début, étaient comme bizarre. Mais ses parents l'ont toujours aimé de façon inconditionnelle. Ils ont toujours encouragé à continuer et tout ça. C'est un petit garçon qui aimait beaucoup essayer et qui aimait beaucoup dessiner. Et, ben écoutez, il vivait sa vie avec un bon sourire. Jusqu'à ce qu'il arrive en classe où les gens ont, en fait, même quand il était tout petit puis qu'il s'approchait des enfants, les parents de ces enfants-là, ben, étaient déstabilisés par le fait qu'ils étaient comme brouillons, différents. Même chose pour à l'école. Ça s'est pas toujours bien passé à l'école non plus. Mais il a toujours comme persévéré. Puis, il y a une de ses profs d'art plastique qui lui a dit, ben écoute, t'as vraiment un don. Tes dessins font en sorte qu'ils ont l'air super vivants, même s'ils sont vraiment différents. Parce que j'avais oublié de vous dire que c'est un monde où tout le monde est censé rentrer dans la norme, tout le monde est censé apprendre à écrire pareil, apprendre à dessiner pareil et tout. Donc, Croquis, évidemment, était un peu comme original. Et en plus de son apparence physique qui était bizarre, mais en plus, c'était un peu un original. Et bon, un peu poussé par cette prof-là, il a continué, mais de toute façon, il y avait toujours son havre de sécurité à la maison avec ses parents. Et quand il est rentré à la polyvalente, c'est là que tout change parce qu'il va rencontrer des amis qui sont aussi différents que lui. Et je vous dirai pas leur nom parce que c'est un petit peu un punch puis c'est vraiment intéressant. Ça va se terminer très bien. On va voir qu'il va enfin trouver des gens avec qui s'épanouir et que sa réaction par rapport au fait que le monde dans lequel il évolue n'a jamais vraiment fait un effort pour l'accepter comme il est, ce ne sera pas nécessairement de fuir ce monde-là, mais comme toujours, de bien rester les pieds sur terre pour offrir enfin à la société l'opportunité de voir les choses différemment. Bon, ça, c'est le sous-texte, c'est pas ça qui est écrit. C'est un album pour les tout petits, mais c'est un album pour les aussi fin primaire, c'est un album pour les adultes. Oui, c'est sûr qu'on comprend qu'il y a un message, mais avec Jacques Goldstein, c'est toujours fait avec finesse. Puis les illustrations sont vraiment excellentes. Ça m'a fait penser des fois à des grands formats de 100p. Dans le sens où c'est des grandes pages pleines avec très peu de texte. On laisse toute la page à la narration visuelle. Il y a une combinaison de traits un peu esquissés avec des traits brouillons, des palettes de couleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de blanc autour, mais je trouve ça super intéressant. Mais comme je dis, ça me rappelle vraiment les 100p. Fait que si jamais vous aviez été un amateur de 100p, au niveau visuel, c'est vraiment quelque chose qui est proche. Mais avec un petit côté encore plus, je pense, spontané et moderne peut-être que par rapport à ce que 100p a pu faire. Donc un peu on réinvente quand même quelque chose. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Je ne m'attendais pas à aimer ça tant que ça finalement. J'ai lu la quatrième, je trouvais ça intéressant. J'avais vu qu'on parlait de la différence et tout. Bon, je sais c'est qui Jacques Goldstein, je sais que c'est un dessinateur, un illustrateur depuis longtemps. Donc je voyais un peu où on s'en allait, mais je me disais, bon, ça va être un peu super évident qu'on s'en va là. Puis oui, mais en même temps, le travail de l'effort qui a été fait pour que la narration soit courte. Donc, le texte est très court, mais on laisse vraiment parler le sous-texte par le biais des images. Puis je trouve que ça, c'est excellent. C'est vraiment une réussite, décidément. Donc, encore une fois, un Jacques Goldstein réussi. C'est pas comme ça, on était surpris. Mais vraiment un coup de cœur complètement imprévu, en plein milieu de ma lecture audio qui est complètement remuante. J'en suis rendue à la dernière heure et
une chance que je conduis parce que sinon, je pense que je pleurerais. Mais c'est vraiment bien fait. Mais bref, je m'attendais pas nécessairement à interrompre mon espèce de moment avec ces personnages-là fictifs que je vis en ce moment en lecture audio pour tomber sur quelque chose. Croquis, c'est quand même... Ça aborde des problématiques avec bienveillance. Donc, pas nécessairement avec juste de la candeur, mais avec de la bienveillance quand même, puis de l'optimisme globalement. Donc, ça fait quand même du bien, même si c'est des sujets qui ne sont pas nécessairement évidents. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout bientôt. Je vais reprendre la route et terminer mon triste mais excellent livre audio. Et bonjour! Alors, je fais un petit coucou encore en direct de la studio mobile parce qu'il fait tellement chaud dehors que je prends comme un peu de climatisation avant d'affronter la chaleur de nouveau. Et je viens juste de terminer le livre audio de The Reading List. Ma foi, c'était tellement remuant, excellent, jusqu'à la toute fin. Le mystère tient. C'est un livre dont la force est absolument la galerie de personnages. La proposition, donc la prémisse de cette fameuse liste de lecture-là, qui se retrouve à croiser le chemin de différentes personnes à différents moments et qui semble avoir une intention propre à elle-même, quasiment. Et c'est mené, je trouve que la structure narrative est super intéressante, évidemment. Comme je vous disais, c'est un roman à plusieurs points de vue les parties correspondent au livre de la fameuse liste de lecture et évidemment à des paliers d'évolution des personnages. Oui, c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui pourrait être cousu un peu de gros fil, mais le but, c'est surtout de se familiariser avec le contexte de chacun des personnages puis de qu'est-ce qu'ils vivent humainement. Donc, à la limite, ça va. Tout n'est pas nécessairement rose bonbon dans ces situations-là. Il y a des développements de personnages qui se développent pour le mieux, mais ça finit pas nécessairement de façon hollywoodienne non plus. Toutes les choses qui ont à se résoudre vont pas nécessairement se résoudre en un claquement de doigts. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. N'hésitez pas à lire ça. C'est presque un coup de cœur, là. C'est presque un coup de cœur. Peut-être que la seule chose qui m'a un peu freinée, c'est que c'est vrai que c'est quand même... on sent quand même un peu l'intention initiatique en arrière-fond, mais c'est très léger. Et pour une fois, malgré le fait qu'on comprend assez rapidement qu'on va passer, que en fait, la liste de lecture va être aussi la structure du récit, ça pourrait apparaître comme potentiellement répétitif. Comme des fois, ça m'est apparu un peu quand j'avais lu les yeux de Mona, qui était dans le fond, la structure était déterminée par les œuvres que Mona Pisfé allait voir au musée avec son grand-père. Là, dans ce cas-ci, il y en a 8, il y en a moins, c'est sûr. Mais même si on se base sur les œuvres pour en apprendre un peu plus, la structure de chacune des parties qui est menée par les œuvres n'est pas toujours la même. On ne va pas toujours commencer par le même narrateur qui parle de cette œuvre-là. C'est pas toujours le même contexte qui fait en sorte que l'œuvre arrive dans les mains du fameux Mookish et potentiellement d'Alisha. Et on apprend des choses. Et le narrateur ne nous dit pas tout. Comme on change de narrateur, il y a des choses comme lecteur, on ne sait pas. Puis qu'à la fin, justement, ça fait en sorte qu'on fait comme « Ah, cool », en plus, en parallèle. C'est des choses qu'on voyait qui étaient non bouclées, mais qu'on apprend un peu plus de détails. Ce qui peut nous permettre aussi de percevoir certains personnages qui sont difficiles peut-être à aimer. C'est pas une simple... Il n'y a pas des personnages méchants, mais il y a des personnages qui souffrent beaucoup puis qui sont difficiles à aimer parce qu'ils se laissent pas aimer. Mais même avec ces personnages-là, on a quand même des compléments un peu de contexte. Donc, j'ai vraiment adoré ça, décidément. C'est une superbe lecture. J'ai un peu de misère à sortir de ça. J'ai laissé les personnages avec tristesse. J'aurais envie de savoir qu'est-ce qui va se passer en même temps. La manière dont ça se termine, même si tout n'est pas bouclé, on sent un peu ce vers quoi ça s'en va. Puis c'est quand même quelque chose qui fait un peu feel good, mais sans que ce soit magiquement feel good. Donc, c'est ça qui fait que moi, j'ai apprécié parce que sinon, comme je vous disais, les feel good en général, ça me plaît pas vraiment. Donc, les feel good, juste un peu plus en surface. Celui-là, c'est clairement pas en surface. À partir de la deuxième moitié, on aborde beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets qui sont touchés, dont le deuil, la perte d'un être cher, puis d'autres qui peuvent être des traumavertissements. Mais je ne vous les dirai pas pour pas nécessairement spoiler pour les autres, mais sachez que il est question aussi beaucoup de santé mentale, de dépression. Donc,
si pour vous c'est des triggers, peut-être faire attention, mais je trouve quand même que la façon dont c'est amené, c'est bien. Les personnes qui sont dans ces situations-là sont certes dans la solitude, mais on sent quand même un peu de l'intention de dire que dans le fond, dans ces situations-là, il faut un petit peu essayer d'aller chercher de l'aide, puis que malgré tout, ces gens-là, potentiellement, vont finir par en obtenir. Que ce soit, et ça vient toujours d'eux autres, que ça leur prenne du temps ou pas beaucoup de temps pour le faire. Donc, je trouvais quand même que la mise en contexte de tout ce qui est problématique de santé mentale était bien amenée. Mais il y a, comme je dis, un autre sujet qui est abordé que je peux pas vraiment donner parce que c'est un peu une pierre angulaire de une grosse bascule dans le récit, mais qui peut être aussi un peu lié à les problématiques de santé mentale. Donc, juste faire attention à vous si jamais vous n'êtes pas prête à ça. Mais c'est moi, je trouve que ça se lit vraiment bien. Je trouve que ça remue. Je trouve que ça émeut. Je trouve que ça fait faire de l'introspection par rapport à nous-mêmes. Puis surtout, ça donne envie de lire ces livres-là, de la fameuse liste. J'en ai lu 3 de la liste de 8. Mais j'ai quand même ajouté des livres à ma liste de souhaits ensuite, après avoir terminé la lecture, ce qui en soi est quand même intéressant. Puis en parallèle, c'est non négligeable, mais ça reste quand même que ça va mettre de l'avant l'importance des bibliothèques publiques dans les communautés, les bibliothèques publiques comme lieu de rencontre, donc comme troisième lieu. Donc ça, comme bibliothécaire, c'est sûr que c'est toujours plaisant de voir que c'est quand même au cœur de ce qui va permettre au déroulement de se passer, en fait, à la prémisse d'évoluer et tout. Donc, ça, c'est aussi super intéressant. Puis vraiment, on s'attache à tous les personnages impliqués. Puis c'est une super belle plongée dans d'autres cultures aussi que je trouve intéressante. J'ai aucune idée si l'autrice fait partie de la communauté qu'elle évoque en grande partie par exemple la famille de Mukesh. Je sais pas du tout. Je sais pas donc si c'est fait avec précision, mais en tout cas, de mon côté, ça m'apparaissait comme quelque chose qui était vraiment en mode ouverture. On n'est pas trop dans les clichés nécessairement. Donc, voilà. Donc, super bonne lecture. Puis maintenant, ben, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je commence un peu peut-être Christo Markogianakis, un roman policier d'un auteur grec, qui rentre aussi dans mon fameux défi littéraire, mais je ne l'ai pas en version audio, donc là, pour le moment, je l'ai en papier, j'ai en numérique, je peux prendre la synthèse vocale, mais la synthèse vocale sans traduction française, donc c'est sûr que ça fait un peu robotiquement franchouillard, disons, mais je vais voir, je le commence, je vais voir si j'embarque ou pas, puis je vais sans doute lire, j'ai reçu un documentaire qui m'intéressait super gros en version numérique, que je vais peut-être lire aussi cette semaine, puis ça va peut-être compléter pas mal mon vlog de la semaine, mais je suis encore portée par ce roman-là. Je l'ai en français. Je vais peut-être le faire passer à ma mère. On verra, parce qu'elle a lu seulement en français. Parce que je pense que ça y plairait aussi, à certains égards. On parle aussi du rôle de la lecture, hein, sur comment on peut, par le biais de la lecture, en fait, en apprendre plus sur nous-mêmes, puis en apprendre plus sur les autres. Donc, le côté un peu l'empathie dans la lecture. Excusez, j'ai comme eu un flash. Mais sinon, je pense que je vais me l'acheter, en fait, pour ma bibliothèque de Reading List. J'avais hésité à me l'acheter, je l'avais vu à la bibli, mais là, je pense que c'est trop un livre intéressant pour que je l'ai pas, que je l'avais juste en livre audio, mais que je l'ai pas physiquement. Alors voilà, ça en est tout de ces savoureux plans de la journée où vous me voyez bien confortablement installée dans la studio mobile avec ce fond de ventilation. Alors, à tout bientôt! Coucou! Alors, je fais mon petit compte-rendu de ma pause midi en ce mercredi 17 juillet. Et ben voilà, en fait, pour vous dire que, ben, premièrement, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai une lecture terminée, j'ai une lecture en cours et j'ai un petit achat surprise. Donc, lecture terminée. Écoutez, j'avais emprunté un opuscule, une nouveauté en fait, aux éditions Lysatis, qui est dans la collection Riff, une collection d'albums pour les grands dans le sens peut-être fin primaire, même ado, adulte, et qui aborde des sujets qui sont vraiment coup de poing. Donc, c'est des albums coup de poing. C'est toujours fait avec vraiment justesse, réflexion, des univers visuels qui sont toujours un peu marquants également. Puis cette fois-ci, c'est le plus récent opus, donc, qui s'appelle « Quand ils sont venus ». C'est d'André Poulain et Sophie Casson. Et
ça va être une fable animalière, analogie on sent la grosse analogie avec la Seconde Guerre mondiale et avec le nazisme, donc la persécution qu'il y a eu des Juifs. Mais en fait, c'est mis en scène dans un village paisible où il y a beaucoup de gens avec différents bagages, différentes... en fait, c'est un village où c'est des animaux qui vivent, donc il y a des chiens, des loups, des renards, des fennecs, plein de monde, il y a différentes convictions et tout, mais tout le monde s'entend super bien. Jusqu'à ce que un jour, les sans-entrailles arrivent. Sans-entrailles qui sont représentés un peu comme des loups, mais version pointue, version... Bon, vraiment, ça évoque beaucoup, comme je vous dis, les nazis. Et ils arrivent et là, ils décident que tels animaux, dans le fond, comme les renards, sont trop roux. Donc, ils n'aiment plus les renards, plus le droit d'exister. Donc, ils les persécutent, ils s'en vont avec les renards, puis ils vont dans des camps de travail qui sont en fait pas des camps de travail, plus des camps de la mort. Et pendant ce temps-là, le grand-père du narrateur, qui est un chien, qui est bien prospère, il dit rien. Parce que, bon, c'est pas un renard. Donc, ça le concerne pas trop. Et puis là, en fait, en forme de structure répétitive, ça va se passer avec de plus en plus de monde. Donc, les renards parce qu'ils sont roux, les loups parce qu'ils ont toutes les terres, les fennecs, je pense, parce que il y a parfois des parents qui sont de même sexe. Il y a toutes sortes de choses qui vont se passer. Puis à chaque fois, les sans-entrailles vont s'en prendre à cette partie de la population-là. Et chaque fois, le grand-père dit « Non, mais ça ne me concerne pas, en fait. » Bon. Jusqu'à ce qu'un jour, le grand-père se fasse également attraper par les sans-entrailles parce qu'il est prospère et qu'il y a de la richesse et que les sans-entrailles vont décider qu'ils veulent avoir ses biens et tout ça. Et évidemment que, ben voilà, le grand-père chien va finir par être emporté par eux également. Et dans le fond, l'histoire va se terminer en disant, mais c'est une histoire sans espoir, mais en fait, c'est une histoire qui met de l'avant les conséquences du silence. Donc, pas nécessairement de la collaboration, mais plus du silence, dans le sens de les gens qui se taisent pas des fois vont potentiellement aider sans le vouloir nécessairement les gens qui vont persécuter et tout ça. Puis à la fin, il y a un super bon dossier informatif sur différentes notions comme le racisme, le colonialisme, la persécution religieuse, tout ce qui est homophobie, mais aussi discrimination concernant les personnes non-binaires et queer. Donc, c'est toutes des petites, une page, une notion, dans le fond, qui est là pour compléter un peu. Parce que bien sûr, qu'on est dans une analogie, donc on est dans une fable un peu plus philosophique qui est là pour faire réfléchir. Donc, juste pour être sûr que les notions soient bien comprises. J'ai vraiment, je ne sais pas si on peut dire adorer ça parce que c'est terrible comme sujet, mais c'était extrêmement bien fait. C'était parfait. Je pense que ça devrait être un livre qui fait partie d'un corpus de lecture obligatoire à l'école, puis potentiellement même, je dirais, même jusqu'au cégep, je pense, parce que c'est pas enfantin du tout. Oui, on sent quand on est adulte, on sent qu'est-ce qui va être évoqué, là, c'est pas... Mais je veux dire, même à ça, ça fait réfléchir, parce qu'en fait, l'accent, oui, c'est le contexte, c'est vraiment, ça évoque, sans le nommer, la persécution qu'il y a eu, les génocides qui ont eu lieu, dans le fond, pendant la période où les nazis ont décidé de prendre le pouvoir. Mais l'accent est mis sur... Mais tous ces gens qui étaient là, qui n'ont pas été ceux qui sont partis et qui n'ont rien dit. Donc, c'est vraiment l'accent, c'est... si tu veux changer les choses, il faut prendre la parole. Si tu veux changer les choses, il ne faut pas laisser les injustices comme ça, les horreurs comme ça qui se passent se dérouler sans qu'on parle de quelque chose. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant comme angle parce qu'on en a vu des livres sur le principe de la Seconde Guerre mondiale. On en a vu différents angles qui ont été abordés. Puis bon, là, c'est vraiment pas un côté collabo en voulant dire, ben là, t'as collaboré. Parce que dans le fond, le grand-père chien, il collabore pas. C'est juste qu'il fait rien. Donc, en faisant rien, il embrasse un peu la situation. En fait, il permet à la situation de se poursuivre. Et puis finalement, au bout du compte, il va finir par être victime lui aussi de ça. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Le texte est super simple. On utilise toujours les doubles pages donc le texte d'André Poulain est vraiment excellent. On utilise les doubles pages pour les divers visuels de Sophie Casson, qui est très évocateur, comme je vous dis, les traits, dans le fond, chacune des
chacun des animaux a son type un peu de dessin. Comme je vous dis, les sens entrailles sont très pointus puis piquants. Le chien est un peu comme bonhomme. Tu sais, ça évoque vraiment Prosper et tout ça. Mais ça paraît dans le trait, ça paraît dans les médiums qui sont utilisés. Donc, je trouve que les choix visuels font en sorte qu'on rentre vraiment, vraiment bien dans l'histoire. Puis c'est troublant parce que, bien entendu, ça confronte. Parce que oui, on constate ça, mais on se dit comme juste, nous, à ce moment-là, on aurait étudié ça. Ça a l'air affreux quand on dit « le grand-père a rien dit ». Mais en même temps, c'est pas si loin de quelque chose qu'on peut faire dans notre quotidien sans que ce soit dans une situation qui est aussi extrême. Mais quand on laisse une discrimination se passer sans réagir, que ce soit au bureau ou dans la rue, ben, il y a un parallèle là. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Allez-y. Moi, je l'ai emprunté à la Bibli, mais c'est tout récemment sorti. Je pense que c'est avril ou mai, peut-être mai, je pense que c'est paru. Passez pas à côté de ça, ça vaut vraiment le détour. C'est comme je dis, c'est pas, c'est pas doux, mais c'est pas sans lumière. Puis ça, c'est ce que j'aime parce que je trouve qu'on prend pas le lecteur pour quelqu'un de pas intelligent, comme s'il fallait absolument qu'on lui propose une fin rose bonbon. Absolument pas. En même temps, on interpelle le lecteur directement. On le permet de se mettre dans une situation où il va se poser des questions par rapport à comment il réagirait, est-ce qu'il considère que c'est bien ou pas. Puis on lui donne des notions particulières à la fin. Puis tout ça fait avec fluidité. On reste quand même dans l'impression de lire un album et non pas un documentaire et non pas de recevoir une conférence qui nous dit qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc ça, c'est un équilibre qui est vraiment dur à avoir dans tout ce qui est jeunesse ou adolescent. Et là, je trouve que celui-là, il y a vraiment, ça y parvient sans hésitation. Donc voilà pour ma lecture terminée. Mon Dieu, je me suis laissée emporter. Sinon, au niveau de la lecture en cours, eh bien, j'ai commencé ce fameux livre-ci, donc qui était dans ma fameuse pile à lire aussi pour le défi de l'expliquer dans Prada. Donc, au 5e étage de la faculté de droit de Christos Markogérakis chez le livre de poche. C'est un auteur grec dont Triple L de Mag parle beaucoup. Ça m'a toujours un peu intriguée. Semblerait que ça faisait un peu penser à du Agatha Christie grec, même si des fois c'est utilisé cette comparaison-là avec beaucoup de liberté. Des fois, c'est pas toujours approprié. Et là, je l'ai commencé. Jusqu'à maintenant, j'aime bien. Je suis totalement triste de ne pas pouvoir parler grec parce que c'est traduit en français. La traduction est quand même très franchouillarde pour mon goût. J'ai l'impression que la plume de l'auteur est différente un peu de ce que je reçois parce qu'on a vraiment des différences de niveau de langage qui sont assez intenses puis qu'on tombe un peu dans l'argot. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, quand c'est en grec, ces différences de niveau de langage sont là aussi. Mais là, en français, on dirait que ça ne marche pas trop, ça se passe à Athènes. Mais bon. Donc, je vais quand même vous lire. Je sais pas, j'espère que ça ne va pas trop me divulgacher. Non, je pense que je vais vous lire la 4e couverture. 5e étage de la faculté de droit d'Athènes, section de criminologie. Angelo Kondilis, un doctorant, découvre le corps sans vie de la professeure Irini Sioumou avant d'être tué à son tour. Chargé d'enquêter sur ce double meurtre, Christophoros Markou, jeune capitaine fraîchement diplômé, entre dans le monde secret de l'université. Un effrayant dédale où s'entrelacent ambition professionnelle, compromission, lâcheté et vanité. Donc, petit format, bien intrigué. J'en suis déjà rendue à la page 80 sur 200 quelque chose, 280 environ. Donc, ça me plaît bien. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas dans nécessairement le rat du coup de cœur, mais je ne sais pas. J'attends de voir un peu comment ça va se dérouler. Et sinon, dernière, après ça, il faut que je vous laisse pour que je puisse recommencer à travailler, mais dernière petite acquisition spontanée. Je suis allée en librairie il n'y a pas longtemps pour autre chose. Je cherchais un magazine, puis là, je suis tombée là-dessus, puis je trouvais ça vraiment trop drôle. Je vais être en retard parce que c'est juste comme une réédition que j'ai lue, mais c'est Biographie d'une mouche de Jap, Robin et Paul Fassen, et c'est publié chez J'ai lu. Et c'est l'histoire illustrée de la vie d'une mouche. Donc, vraiment, là, avec des entrées de journal et tout. Je sais pas si on a une place, là, on a vu l'oiseau, là, mais admettons comme ça. Ça a l'air vraiment excellent. Puis à l'arrière, ça dit « 23 jours, c'est le temps qu'il faut à une mouche pour naître, vivre et mourir. » À peine sortie de sa chrysalide, c'est avec une insatiable curiosité qu'elle s'élance à la découverte du monde, tous sens aiguisés. La passion, l'amitié, l'oisiveté, la gourmandise. Quelle plus belle manière de croquer l'existence, si brève soit-elle, que de s'y adonner sans retenue. Ça a l'air super bon, c'est comme un petit ovni. Donc, j'ai pas pu résister. Alors voilà, ma dernière acquisition comique là, que j'ai.
et que j'ajoute à la bibliothèque. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout bientôt. On se reprend dès que j'ai plus avancé dans mon Christos Marco Giannakis. Et puis, ben voilà, à tout bientôt! Coucou! Alors, me voici en ce vendredi matin avant d'aller au boulot et en mode il fait chaud, donc tant pis, vous allez me voir en habit de chaleur. Parce que j'ai terminé finalement ma lecture entamée, soit le fameux Au 5e étage de la faculté de droit de Christos Marco Giannakis. Et bon, je suis pas convaincue. C'est une lecture mitigée pour moi. J'ai fini quand même par donner 4 étoiles sur 5, mais ce qui m'a... Bon, ça a été une bonne enquête, dans le sens que, bon, j'ai quand même été un peu agrippée par ce qui allait se passer, vouloir savoir qu'est-ce qui s'était déroulé, qui était responsable. Mais s'il n'y avait pas eu la fin, disons le dernier quart, j'aurais trouvé que c'était effroyablement prévisible. Parce que dans le fond, pour une bonne partie du livre, le lecteur n'est pas du tout envoyé dans des pistes qui semblent fausses. Donc, dès le départ, même dès la première partie, dès les premières pages quasiment, on a comme une idée un peu de ce qui peut se passer. Puis on a comme l'impression que c'est comme si le narrateur ou la plume en fait de l'auteur prend pas la peine de camoufler des choses. C'est comme si, dans le fond, pour faire en sorte qu'éventuellement la tension se monte puis qu'on soit un petit peu surpris. Et en plus, c'est une histoire qui se passe à 2 narrations. Donc, on a la narration qui est, dans le fond, de l'enquête principale, plus des moments où on est dans la tête de la personne qui est responsable des meurtres. Et ces parties-là, ben, dans le fond, ne sont pas exempts de caractéristiques assez typiques pour que rapidement on identifie potentiellement la personne responsable. Donc, ça a pris vraiment du temps, puis je me disais, j'ai failli l'abandonner. C'est pas une... Puis, il y avait en raison ça, parce que je me disais, ben là, ça me dérange pas que ce soit prévisible, mais en même temps, si dès le début, je sais qu'est-ce qui se passe, ça va finir par être long. D'autant plus que, malheureusement, comme je vous disais, que la traduction était pas, pour moi, ça fonctionnait vraiment pas. Puis ça, je pense vraiment que c'est un problème de traduction. Je suis certaine que la plume de Christos Marco Giannakis n'est pas problématique à ce moment-là. C'est juste qu'il y a vraiment un jeu dans les niveaux de langage, donc au niveau familier versus narration omnisciente et tout, qui, à cause du fait que ça a été traduit pour un public français européen, utilise en fait beaucoup d'argot et de langage parlé qui détonne vraiment fort avec la narration générale. Puis des fois, on dirait que même dans la narration omnisciente, il y a des bouts de niveau de langage familier. Puis je suis pas certaine que dans l'histoire originale, donc en grec, que c'est le cas. On a l'impression vraiment que c'est comme lié à la traduction. Là, je dis pas que ça aurait pu être fait différemment, ben peut-être, mais moi, je suis pas une traductrice, donc ça n'a pas été évident non plus à traduire. Mais ça m'a vraiment dérangée parce que on dirait qu'on savait pas trop où était la narration, où étaient les introspections des personnages. Puis il y avait comme de la familiarité à des moments où on dirait que c'était comme pas vraiment approprié. Puis bon, évidemment, si c'est des gros trucs d'argot plus typiques français, puis ça se passe à Athènes, ben ça marchait comme moins bien. Donc ça, dès le départ, ça m'avait agacé, ça a continué à m'agacer, puis ça a maintenu mon agacement jusqu'à la fin, ce qui fait que déjà, je partais avec, on va dire, dans le fond, une prise, entre guillemets, comme au baseball, mais en plus, comme c'était super prévisible, je me suis dit, mais voyons, mais qu'est-ce que les gens voient dans Christos Marco Giannakis que je vois pas, parce que je fais confiance à Triple L de Mag. Il y a plein de choses que, bon, on a des goûts différents, mais tu sais, habituellement, dans ce qui concerne les policiers, à date, quand j'ai suivi ses conseils pour certains polars nordiques, ça fonctionnait tout le temps. Fait que je me suis dit, bon, ben écoute, il y a peut-être quelque chose que je perçois pas. Heureusement, je me suis accrochée parce que sinon, ça aurait été vraiment une déception si je l'avais arrêté. Là, ensuite, bon, évidemment que vers la fin, ben l'auteur, dans le fond, décide de prendre les choses en main. Donc, c'est intéressant. Puis, il y a même une fin qui fait très... bon, là, Agatha Christie est là, qui fait très Poirot-esque et c'est ouvertement dit. Parce que, dans le fond, le personnage principal, il dit, bon, je peux pas croire que je finis des choses comme un peu Hercule Poirot. Et c'est un peu l'idée. Par contre, évidemment qu'il y a des grandes différences. C'est quelque chose qui est... C'est vraiment... c'est une enquête un peu procédurale, dans le sens qu'on va vraiment suivre l'enquête pas à pas. C'est pas... dans le fond, Marcoux, l'inspecteur, il n'y a pas une grosse équipe. Il y a comme lui... Puis, il s'adjoint une ancienne collègue qui n'est pas dans la police du tout pour essayer de l'aider, mais on ne suit pas nécessairement une dynamique d'équipe. On suit son enquête à lui. C'est les enchaînements de quand il reçoit les faits, ses déductions. Puis, à la fin, dans le fond, ça va vraiment être, quand il va en parler, c'est un dévoilement de comment, en fait,
de quel a été son cheminement de pensée, un peu comme à la Hercule Poirot. Puis c'est vraiment la formule, chaque personne potentiellement coupable est là, puis chaque personne va avoir des choses qui sont divulguées de ses secrets et tout ça, et va éventuellement avoir l'impression qu'elle est la personne ciblée, mais ça ne sera pas nécessairement ça. Donc, c'est intéressant. C'était très, par contre, la différence avec Hercule Poirot, c'est qu'il y a moins de côté... c'est un peu des fois bienveillant, Hercule Poirot, entre guillemets, ça veut dire qu'il n'est pas mou, mais il y a un peu de bienveillance, tandis que là, le personnage de Marco, c'est quand même un policier. Fait que genre, il fait ça, il se permet de faire ça, puis il dit comme je veux le faire, vous n'êtes pas obligé de rester, mais je le fais. Fait que on sent qu'il y a quand même quelque chose de spécial qui se passe, comme s'il y avait un peu un jugement par rapport aux personnes qui sont là, puis aux actes que chaque personne, on a tous des secrets, hein, mais aux actes, en fond, qu'il met de l'avant, qui ne sont pas nécessairement liés à l'enquête en tant que telle. Donc ça, c'est quand même été un peu, c'est une grosse distinction avec Hercule Poirot. Et une autre distinction qui a fait en sorte que peut-être que je serais curieuse de lire peut-être un second Marco Giannakis, mais il ne serait pas en priorité, admettons, là, je serais peut-être curieuse, c'est que en fait, c'est un exemple d'enquête qui a l'air procédurale et qui, comme moi, ma fameuse Elisabeth George, que j'aime beaucoup et que je vous recommande souvent, et qui montre à quel point la réalité dans la police, c'est jamais tout noir, tout blanc, puis c'est pas manichéen. Donc, la justice se fait jusqu'à un certain point. Donc ça, c'est intéressant parce que ça, c'est pas du tout c'est pas du tout Agatha Christie-esque, sauf dans quelques fois, il y a eu des petits écarts, mais la plupart du temps, c'est quand même le principe que lorsque le coupable est trouvé, il y a une punition et tout ça. Puis bon, dans celui-là, sans trop divulgacher, c'est pas exactement complété. Les boucles sont pas toutes bouclées, puis c'est un peu inquiétant que ça soit pas tout bouclé. Comme ça. Fait que, dans le fond, grâce au dernier quart, je peux vous dire que j'ai quand même passé finalement une pas mal expérience de lecture. Une expérience de lecture pas si pire. Puis que ça me permettrait d'être curieuse pour la suite, mais pour le moment, en tout cas, j'avais peut-être beaucoup d'attentes, mais j'ai pas eu comme l'engouement que je pensais avoir par rapport à ce livre-là. Et je pense pas que celui-ci, je vais le garder, donc je pense qu'il va aller faire un petit tour en boîte à livres, mais ça veut pas dire que je vais pas nécessairement relire Christos Marco Giannakis, mais bon, celui-là, ça a été comme correct, ça a été sauvé in extremis, mais ça n'a pas été ce que je pensais. Et sinon, c'était pas prévu, mais là, dans le fond, j'ai terminé Christos Marco Giannakis, puis j'avais un petit peu de route à faire, puis là, je me suis dit, est-ce que je commence un nouveau livre audio en avance pour genre le nouveau vlog qui va commencer là? Ou est-ce que je regarde s'il n'y a pas, bon, il me restait quelques heures à écouter sur une plateforme à laquelle j'ai un nombre d'heures que je peux écouter par mois. Je me suis dit peut-être que je pourrais me trouver une petite lecture, puis j'ai regardé dans les livres que j'avais pour mon fameux défi, lecture olympique. Allez voir Booking on Prada, Alex Booking on Prada sur Patreon. Et il y avait celui-ci qui était Arch Conspirator de Veronica Roth. Je l'ai dans ma liste. C'est une autrice que dont j'entends parler depuis super longtemps en raison à cause de sa série Divergence. Et je l'ai jamais lu, j'en ai beaucoup entendu parler, mais c'était comme moins mon genre, ce style de dystopie-là quand c'est sorti. Mais j'ai toujours comme voulu essayer. Donc c'était ma façon de pouvoir me plonger dans la plume de Veronica Roth avec un opuscule que je savais qui était vraiment comme un peu plus en dehors de son style habituel, qui est celui-ci, et c'est Arch Conspirator. Et ce qui m'intéressait, c'est que c'est une genre de relecture dystopique de la pièce Antigone de Sophocle. Donc là, ça, c'était pour moi, j'avais beaucoup d'attentes, puis j'étais comme ouf, comment on va faire ça? Et ma foi, jusqu'à maintenant, je l'ai commencé en audio hier, c'est un petit audio très court, mais en fait, c'était juste pour pouvoir le commencer dans l'auto, mais tu sais, c'est vraiment pas un gros livre, là. Je suis déjà rendue à la page, excusez-moi, j'ai des allergies, à la page 39, je pense que c'est un petit opuscule, je connais 112 ou 117, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé ça. Et là, ça m'a vraiment fascinée. Je trouve ça excellent jusqu'à maintenant. Pour ceux qui peut-être, pour ceux qui ont aimé le Roméo et Juliette adapté par Baz Luhrmann, qui était une relecture moderne, chaotique, post-apocalyptique un peu du classique de Roméo et Juliette, c'est un peu ce genre-là. J'ai hâte de voir où elle va se rendre en si peu de pages, mais jusqu'à maintenant, c'est super intéressant. On a vraiment les personnages principaux, évidemment, de Antigone de Sophocle. Moi, j'ai plus connu la version Jean Anouilh de Antigone, mais ça reste les mêmes personnages. Donc, pour rappel, dans le fond, Antigone, c'est une jeune fille qui habite chez son oncle avec ses frères, puis en fait, à un moment donné, c'est loin là, il y a un de ses frères qui sont
accusés d'avoir fait une conspiration ou une rébellion et ils vont, Créon, dans le fond, veut mettre son pied à terre, donc son oncle veut mettre son pied à terre et dit ils ne pourront pas avoir de sépulture. Ils vont être, dans le fond, accrochés à l'entrée de Thèbes, ça se passe à Thèbes, et ils vont se faire bouffer par les vautours, puis ça va montrer à quel point, dans le fond, ils ont été rebelles, puis qu'est-ce qu'on fait aux rebelles. Donc, c'est un peu ça que m'étais souvenu, puis le principe d'Antigone, c'est qu'il va interdire à Antigone de faire quoi que ce soit, mais Antigone ne va pas écouter son oncle. Donc, Antigone va dire, c'est pas vrai que je vais laisser mes frères ne pas avoir de sépulture, puis elle va tout faire et mettre à risque sa propre vie pour faire en sorte que ses frères aient une sépulture. Donc, évidemment, ça se passe dans le temps, dans la Grèce ancienne. Mais celui-là, c'est qu'on est dans un monde où on est dans le futur, le monde est vraiment post-apocalyptique. Et Édipe et Jocaste, qui sont les parents d'Antigone, sont morts. Édipe était quelqu'un qui avait travaillé fort pour faire en sorte que l'accès à ce qu'on appelle des archives, donc un endroit où, dans ce monde-là, où la reproduction des humains est un peu plus difficile, on va ranger et conserver ils appellent ça des iCore, mais dans le fond, c'est comme, dans le fond, des gamètes, là, ce qu'il faut pour faire une insémination artificielle, de tous les gens qui sont morts depuis des centaines d'années pour que la population puisse se renouveler et pas toujours entre les mêmes. Donc, l'idée, c'est que quelqu'un qui est en couple ne va pas faire un enfant avec la personne avec qui il est. Les femmes sont tenues d'avoir des enfants, mais ils vont absolument dans les archives pour choisir quelqu'un pour faire en sorte que, justement, ça renforcisse les gènes parce qu'ils prennent un gène qui est en dehors de la famille. C'est ce que, bon, en gros, c'est ça. Et Oedipe a fait ça. Et Jocaste, sa femme et la mère d'Antigone, c'est une femme scientifique à l'époque qui était quand même assez rare, puis qu'elle aussi avait quand même son mot à dire, surtout au niveau de l'approche pour les femmes qui doivent avoir des enfants. Parce que oui, dans ce monde-là, c'est un peu à Margaret Atwood, mais les femmes sont considérées comme des utérus. Donc, sans elles, le monde ne peut pas se poursuivre, mais elles n'ont pas le choix. Si elles sont viables, elles vont devoir avoir un enfant avec à partir, dans le fond, des archives. Je dis des archives, mais des archives, donc les gamètes qui sont là. Et dans le fond, à la mort de Jocaste et Oedipe, qui s'est faite brutalement dans la rue, on ne sait pas trop, on comprend que peut-être que c'est lié à un coup un peu d'État, mais parce qu'en fait, Oedipe était un roi. Et dans le fond, les enfants de Oedipe et Jocaste, donc Antigone et ses frères, vont être accueillis par Créon. Donc, Créon veut absolument les accueillir, mais plus dans le sens de pouvoir les contrôler. Parce que ce qui est spécial avec Antigone et ses frères, c'est qu'eux n'ont jamais cru, n'ont pas respecté ce principe-là de la société. Ils n'ont jamais cru qu'il fallait absolument passer par les gamètes qui sont dans des archives pour que ça renforcisse. Puis eux autres sont nés d'une vraie union entre Oedipe et Jocaste, donc comme on est habitué ici pour la reproduction. Mais à cette époque-là, c'est considéré que si tu fais ça, les enfants qui naissent n'ont pas d'âme. Parce que dans le fond, quand tu vas prendre des gamètes, ça traîne l'âme de la personne. Donc là, ils sont comme ça, fait que c'est vraiment des parias. Et Créon veut les garder avec lui pour les contrôler. Donc, on va partir de ça. Et très rapidement, ça va être une adaptation qui va se faire avec, c'est polyphonique, donc en fait c'est un roman choral, donc on va voir plusieurs points de vue. Antigone, les frères d'Antigone, la sœur d'Antigone Ismène, la belle-mère Eurydice, donc la femme de Créon. Et on va les voir parler un peu de qu'est-ce qui va se passer. Rapidement, on comprend que ça commence la veille de quelque chose, un événement qu'on sent qui est un événement qui est une grande tragédie, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Antigone a comme une intuition qu'il va se passer quelque chose de pas correct. Son frère Polyeucte, je pense, parce qu'en anglais c'est traduit, là, mais je me souviens pas. Je l'ai pas. Mais bref, son frère finit par évoquer le fait que il peut pas lui dire grand-chose, mais que ça se peut qu'il veut qu'elle lui promette que si jamais il meurt, qu'elle va prélever ses gamètes pour aller les mettre dans des archives, même si elle ne croit pas à ce principe-là. Puis là, elle est comme, ben voyons, pourquoi tu me dis ça? Il n'y a pas de raison, non. Et on va se rendre jusqu'à la fameuse journée et l'événement en tant que tel. Là, je suis en plein dedans. Et ce qu'on comprend qui est la façon adaptée de Veronica Roth de relire, en fait, l'Antigone, c'est que Créon... non, je ne vais pas vous en parler. Mais dans le fond, le principe de pas de sépulture pour des rebelles va se traduire plus par pas de possibilité d'engranger les gamètes dans des archives. Et j'en dirai pas plus. Jusqu'à maintenant, j'adore ça. C'est excellent. Je ne sais pas s'il y a une traduction française. Si il y en a une, j'essaierai de vous la trouver puis de la mettre en vignette ici.
Mais comme même si vous lisez pas l'anglais, comme essayez-vous, c'est pas très long. C'est sûr que c'est quand même... Ça fait un petit peu... C'est quand même plus une terminologie de dystopie et moins de classique grec. Sauf que c'est sûr que si vous n'êtes pas trop certain, pour vous aider puis pour en profiter encore plus, allez genre voir c'est quoi les grandes lignes de Antigone de Sophocle sur Wikipédia au pire, là, juste pour avoir un peu c'est quoi le scénario. Parce que c'est intéressant de voir les parallèles qui sont faits entre ça et la relecture de Veronica Roth. Mais jusqu'à maintenant, ça s'enligne pour... On dira pas un coup de cœur pour pas le jinxer, mais c'est en ligne pour ça. Fait que je vais sans doute, je pensais pas lire un autre livre, là, je pensais que ça serait complet puis que je terminerais ça ici, mais je vais essayer de le finir aujourd'hui, sans doute tardivement, peut-être pas avant de partir, mais puis dans le fond, vous en parler en dernier puis clore le vlog après ça, mais voilà, finalement, c'est ça ma lecture en cours, donc je vais pouvoir sans doute l'avancer vraiment beaucoup avant de partir, peut-être poursuivre / terminer avec mon déplacement pour me rendre au travail, puis au pire, je la terminerai à ma pause repas, mais bref, ça va se terminer aujourd'hui, c'est sûr, puis je vous en parle dès que possible. Allez, à tout de suite! Et bonsoir, alors je vous fais un dernier petit coucou pour ce vlog-ci. Ça se peut, vous entendiez un fond sonore de film parce que mon copain écoute un film en bas, mais il fallait vraiment que je le fasse maintenant parce qu'on est vendredi soir, puis si je veux vous sortir le vlog le plus tôt possible demain, il va falloir que je m'y mette. Alors écoutez, je viens tout juste de terminer, puisque oui, je suis restée dans ma voiture pour terminer le livre audio, le fameux Arch Conspirator de Veronica Roth. Et écoutez, comme prévu, c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur, clairement. Vraiment, j'ai tellement vécu d'émotions là-dedans, c'est incroyable. La plume de l'autrice est époustouflante dans cette adaptation-là qu'elle a faite d'Antigone. C'est sûr, comme je vous dis, c'est pas un calque, donc les grandes lignes sont là, mais évidemment que c'est revu dans le monde où est-ce qu'on se trouve. Puis c'est vraiment un monde, comme je vous disais, c'est nous maintenant, mais beaucoup plus tard. C'est nous les humains, mais beaucoup plus tard. Et ce qu'on apprend tranquillement, c'est plus ça avance, puis plus on apprend sur qu'est-ce que vraiment il s'est passé. Donc, on est vraiment dans un monde post-apocalyptique. Il y a eu une guerre avec potentiellement nucléaire, avec des radiations et tout ça. Puis, c'est ce qui fait qu'en fait, la ville de Thèbes survit, mais en fait, ils ne savent même pas il y a d'autres survivants. Ils sont installés là parce qu'il y avait moins de radiation. Mais donc, c'est ce qui fait que tout se passe comme ça. Ils sont en mode survie avec différents quartiers et tout ça. Puis c'est pour ça que Créon, il est au pouvoir puis qu'il veut le maintenir. Mais plus ça avance, puis plus c'est... J'ai relu un peu sur Antigone de Sophocle parce que j'avais comme un petit peu un flou. Je me souviens plus exactement de la fin d'Antigone de Sophocle, mais je vais le relire parce que c'est sûr, la seule chose, c'est que ça s'est terminé sur une fin. Puis je sais pas ce que je pense de cette fin-là, mais je pense que c'est dans l'esprit complètement de la tragédie grecque d'Antigone. Donc, c'est juste que c'est peut-être pas les mêmes détails, mais c'est le même principe. On s'entend que le sous-titre de ce livre-là, c'est Doomed from the Start, All of Us. Donc, quand on regarde une tragédie grecque, on sait comment ça va finir potentiellement. Mais c'est tellement les personnages, la profondeur qu'elle a réussi à donner aux personnages à partir du dernier tiers, à quel point l'autrice arrive à créer aussi, même dans quelque chose qu'on pense connaître, à tisser des liens entre des gens parce qu'on commence à voir un petit peu par-delà leur personnage de tragédie. On s'accroche. Puis comme moi, je me souviens plus exactement de la fin d'Antigone, shame on me. Là, on dirait que je m'accrochais jusqu'à la fin en me disant, mais là, peut-être que ce sera pas une tragédie. Mais bon, je vais pas péter votre bulle, mais c'est basé sur une tragédie. Mais bref, ce que j'ai beaucoup aimé, écoutez, relecture complètement réussie, dans le sens où on garde l'essence qui est au cœur de cette pièce de théâtre-là. Et puis ça marche complètement, en fait, le fait de transférer ça dans une société post-apo en mode survie, parce qu'en fait, ce que j'avais oublié de dire, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a eu aussi comme un gros virus, puis les humains, en se reproduisant, étaient toujours porteurs du virus. Donc, l'affaire que les femmes doivent porter des enfants, c'est qu'en fait, en allant chercher là, les fameuses gamètes dans des archives,
c'est que ces cellules-là ont été reconditionnées pour pas que le virus se transmette. Donc, ça me fait un peu penser d'ailleurs à Le Pays des mers d'Elisabeth Van Arburg, si vous ne l'avez pas lu, c'est quand même quelque chose. On n'est pas pareil, hein? C'est une grosse brique comme ça, Elisabeth Van Arburg, puis celui-là, c'est une petite plaquette, mais ça m'a fait un peu penser à cet esprit-là. Mais justement, ce qui est impressionnant, c'est que ça se fait en 112 pages, là. J'ai eu l'impression de vivre le lien d'attachement au personnage, la mise en contexte, la tension, la montée de tension d'un roman de 400 pages, là, mais ça se passe en 112 pages. Donc, c'est incroyable. Je ne sais pas comment elle a réussi à faire ça. Mais vraiment, comme je vous dis, elle a gardé l'essence et non pas l'essentiel. Donc, l'essence de cette pièce de théâtre-là. Puis ça s'est transposé vraiment parfaitement. Donc, je ne sais pas quoi dire. Là. Je viens juste de le finir, fait que je suis vraiment pas articulée. Je suis désolée. C'est la fin de ma journée. Je viens juste de le finir, mais vous voyez mon enthousiasme, en fait. J'ai vu, en fait, qu'il était paru... Je pense que c'est paru en 2023, c'est pour ça qu'il n'est pas traduit encore en français. Oui, 2023. Il n'est pas traduit encore en français, mais j'imagine qu'il y a des bonnes chances qu'il le soit. Mais en tout cas, si vous lisez juste en français, essayez de surveiller la sortie de cette traduction-là, mais sinon, essayez de le lire en anglais. C'est incroyable. Je suis vraiment soufflée. Mais comme je vous dis, là, je suis soufflée par ce qu'elle a choisi de conserver comme point essentiel, puis qu'elle a réussi à les intégrer à ce qu'elle voyait comme relecture, puis qu'on ait l'impression, qu'on ressente la catharsis d'une tragédie grecque. J'ai failli pleurer dans ma voiture, puis je comprenais pas d'où ça venait. Pas dans le sens que c'était joyeux, là, c'était triste, pas ça, mais ça me fait ça quand on regarde une tragédie grecque ou une tragédie en général, une pièce de théâtre qui est tragique, ça fait ça vient me chercher dans le ventre, puis là, j'ai comme une petite croche, puis tout. Puis c'était ça qui se passait. Fait que c'est incroyable, elle a créé un roman qui donne le même effet qu'une tragédie grecque en faisant une relecture d'Antigone qui se passe dans un monde post-apocalyptique. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est lisez-le. J'ai adoré ça. Hey, une chance que j'ai sorti ma pile à lire. Alors, écoutez, j'ai comme le goût, je ne peux pas le lâcher. C'est sûr que celui-là, il reste dans ma bibliothèque, c'est sûr. Donc, voilà, note parfaite pour ce fameux opuscule-là. J'avais aucune attente particulière, mais finalement, j'étais complètement soufflée. Alors, j'arrête de radoter et on va mettre fin à ce vlog-ci dans ce savoureux éclairage. Alors, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, vous avez découvert potentiellement des nouvelles plumes ou des plumes que vous auriez envie de peut-être tenter. Ben voilà, puis n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais vous avez lu quelques titres que j'ai lus, si vous en avez à me suggérer, peut-être même à la limite, là, je ne me lancerai pas dans le Veronica Roth nécessairement, mais dans cette optique-là, là, des relectures de tragédie, ça m'intéresse plus que des relectures de contes. C'est pas toujours réussi, mais là, c'est sûr qu'après cela, ça va être difficile à ce que je puisse être autant satisfaite, selon moi, mais c'est pas grave, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre. Peut-être qu'il y en a que j'ai déjà lu puis auxquels je pense pas, là, mais allez-y, ça m'intéresserait de les avoir en commentaire. Alors, ben voilà, d'ici à ce qu'on se reparle, ben, je vous souhaite des belles lectures, puis nous on se dit à la prochaine!